Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, runes nordiques. Une découverte très étrange a été faite sur un aérodrome au Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'une broche sur laquelle étaient inscrites d'anciennes runes nordiques. Peu de gens connaissent l'histoire de cette broche. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le régime allemand de l'époque pour utiliser les runes nordiques afin de renforcer ses projets maléfiques. Tout a commencé en 1944 lorsqu'un citoyen danois a découvert un squelette et plusieurs bijoux à environ 1 mètre sous terre pendant la construction de l'aérodrome. L'inspecteur du musée national du Danemark a enquêté sur la découverte et c'est lui qui a trouvé la broche. Elle comportait une écriture runique sur un côté associée à une svastika. Et à l'époque où la broche a été fabriquée, la svastika était le symbole du soleil utilisé par les peuples d'Europe et d'Asie depuis des milliers d'années. Et bien avant que ces types ne s'en emparent. Et les partisans du régime croyaient non seulement que la race germanique était supérieure aux autres, mais aussi que ses racines pouvaient être retracées jusqu'aux Vikings. Et une partie de leur propagande consistait à dire que l'écriture runique était la première écriture du monde et que tout cela faisait partie de leur passé, ce qui est d'ailleurs factuellement faux. Et dans leur tentative de s'approprier l'histoire, ils s'efforçaient à convaincre leurs partisans que les runes étaient antérieures à toutes les autres langues. Ils ont traité la broche comme une preuve de leur héritage divin, mais lorsque la découverte a été publiée dans les journaux danois en 1945, le journal a habilement photoshopé la svastika sur les photos. Et hop 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 dans les commentaires, je vous vois venir. Je sais bien que Photoshop n'existait pas encore. Numéro 9, les graffitis du sorcier. La Tour de Londres a été un lieu de grande misère au cours des siècles. Et ce monument emblématique était autrefois une puissante forteresse utilisée par la royauté de la nation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un musée. Et l'une des parties les plus intéressantes de la Tour de Londres est la Salt Tower, qui servait principalement de prison. Et en tant que prison, ces murs sont couverts de graffitis laissés par les hommes et les femmes enfermés à l'intérieur au fil des ans. Et nombre de ces prisonniers ont laissé leurs marques sur les murs avant de faire face à leur destin, généralement le bourreau. Et l'un de ces captifs les plus remarquables était un homme prénommé Hugh Draper. Au XVIe siècle, il était aubergiste dans la ville de Bristol. Il a été envoyé à la Salt Tower après avoir été accusé de sorcellerie. Et les archives historiques démontrent que Draper a nié toutes les accusations portées contre lui. Il a admis que oui, il avait un léger intérêt pour la magie, mais qu'il ne la pratiquait absolument pas. Et pourtant, une inscription gravée dans le mur de la tour révèle que Draper en savait très long sur les sciences occultes. Aujourd'hui encore, on y trouve une sphère astrologique gravée avec force détail, montrant les signes du zodiaque. Il est donc assez clair que Draper croyait en la magie et la pratiquait même. Mais la majeure partie de la tour est criblée de croix et de monogrammes jésuites. Tous symboles de la foi chrétienne dessinés par des prisonniers avant leur mort. Mais la sphère astrologique de Hugh Draper montre un tout autre type de prisonnier. Cela prouve que les sorciers existaient bel et bien dans les années 1500, mais on ignore ce qu'ils savaient exactement de la magie et des sciences occultes. Tout ce que nous savons, ce sont leurs symboles gravés dans la pierre. Numéro 8, le pilier d'Héliodoros. Le pilier d'Héliodoros est une étrange découverte archéologique qui semble complètement hors de propos. Il a été trouvé dans le centre de l'Inde et porte une inscription à la gloire des dieux hindous. En soi, ce n'est pas étrange du tout. Ce qui est très étrange en revanche, c'est que le pilier porte le nom d'un diplomate de la Grèce antique. La découverte a été faite en 1877 par l'archéologue britannique Alexander Cunningham. Il est tombé sur le pilier près de la ville de Besnagar. Les habitants l'utilisaient apparemment pour des sacrifices d'animaux et l'ancien pilier était recouvert d'une épaisse pâte rouge. Et malgré l'aspect pas très attrayant de la chose, Alexander savait qu'il avait quelque chose de très important entre les mains. Il trouve bientôt d'autres piliers semblables dans les environs et devient convaincu qu'ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est qu'en 1910 qu'une nouvelle équipe de chercheurs a gratté la pâte rouge et découvert les inscriptions brahmis. Ils ont également trouvé le nom d'Héliodoros, un ambassadeur grec qui vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ.
Lors des fouilles qui ont suivi, il est apparu clairement qu'il y avait autrefois un site massif à cet endroit, mais qu'il avait été détruit par de fortes inondations au cours des 2000 dernières années. Le pilier faisait partie d'un temple mégalithique dont toutes les autres traces ont été quasiment détruites. La découverte était très passionnante au début des années 1900. Le pilier semblait prouver qu'Héliodoros était l'un des premiers occidentaux à s'être converti à une confession majeure de l'hindouisme, peut-être même avoir ramené cette religion en Grèce avec lui. Il a également révélé un tout nouveau complexe religieux vieux de plus de 2000 ans. Numéro 7, Cercle de pierre de Stannon. Le cercle de pierre de Stannon se trouve près de la pointe sud-ouest de l'Angleterre, dans les Cornouailles. C'est un endroit extrêmement isolé, si loin des autres qu'il est bien plus probable de rencontrer des animaux sauvages que des touristes. Mais le cercle en lui-même est l'un des plus beaux exemples d'un ancien cercle de pierre de Cornwall en Angleterre. Et 47 de ces pierres sont encore debout et 32 autres sont renversées ou manquantes. Le cercle fait environ 43 mètres de diamètre et la plus grande pierre mesure un peu moins d'1 mètre de haut. Et il n'est peut-être pas aussi impressionnant que Stonehenge, mais il est tout aussi mystérieux. Et les archéologues ont daté le cercle de pierre à l'âge du néolithique. Il y a 4000 ans, mais personne ne sait vraiment quoi que ce soit de son histoire. Les premières fouilles ont été effectuées après sa découverte dans les années 1960. Et l'expert R.J. Mercer est tombé sur les ruines de 8 maisons rondes primitives, suggérant l'existence d'un établissement aux abords du cercle de pierre. Il s'agissait de maisons simples avec des toits de chaume et des sols en terre vivant sous le couvert de très grands arbres, aujourd'hui disparus. Les archéologues ont également trouvé des outils en silex et suffisamment de preuves pour indiquer qu'une centaine de personnes auraient pu vivre ici. Mais le mystère du cercle de pierre n'a jamais été résolu. Il en existe d'autres dans la région, comme celui de Roughtor dans les Cornouailles, très endommagé. Et les chercheurs pensent que tous ces cercles de pierre pourraient avoir fait partie d'un même culte préhistorique, y compris ceux des Cornouailles françaises, comme les célèbres alignements de Karnak. Mais en quoi consistait ce culte et que faisait-il dans des cercles et des alignements de pierre? C'est quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais. Numéro 6, les Gorgonopsiens. Il y a 252 millions d'années, le monde a connu ce qu'on appelle la Grande Extinction, bien avant celle des dinosaures. Elle est également connue sous le nom d'extinction du Permien et a provoqué l'extinction d'environ 90% des espèces de la planète. Mais une créature en particulier a survécu à cette extinction massive, les Gorgonopsiens. D'une manière ou d'une autre, ils ont survécu alors que la plupart des autres formes de vie ont disparu. Christian Kemmerer du Musée des sciences naturelles de Caroline du Nord a qualifié les Gorgonopsiens de clades morts-vivants. Cela signifie que même s'ils ont survécu à l'extinction, ils étaient toujours condamnés. Un clade, ou bien groupe d'organismes monophylétiques, est composé d'un ancêtre commun et de tous ses descendants linéaires. Et un clade mort-vivant est donc une espèce qui a survécu un grand événement, mais qui n'a absolument aucun espoir de s'en sortir à long terme. Elles ne tiennent généralement qu'1 ou 2 millions d'années avant que l'environnement ne change trop et qu'elles ne disparaissent. Quoique 2 millions d'années, ça me semble pas trop mal, surtout quand on sait que nous n'existons que depuis 300 000 ans. Mais pour en revenir aux Gorgonopsiens, également appelés Gorgons, ils ont été nommés d'après les monstres grecs qui transforment les gens en pierre d'un seul regard. Vous connaissez très certainement Médusa. Mais les vrais Gorgonopsiens étaient beaucoup moins terrifiants. C'était un clade unique de mammifères ressemblant à des sortes de félins à dents de sabre qui atteignaient des tailles monstrueuses. Ces créatures pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres de long et pesaient 300 kg avec des mâchoires énormes et de langues incisives comme des pics à glace. On pensait que les Gorgonopsiens préhistoriques s'étaient éteints au moment de la grande extinction. Mais des chercheurs ont découvert des restes partiels de crânes en Afrique du Sud, prouvant qu'ils ont survécu à la destruction de la plupart des animaux. Et alors que 90% de la vie avait disparu, les scientifiques ont été choqués de constater qu'un groupe de mammifères aux dents géantes avait réussi à survivre pendant 1 million d'années supplémentaires. Ces mammifères étaient très coriaces et se nourrissaient des rares restes de vie qu'ils pouvaient trouver. Numéro 5, tremblement de lune.
En 2015, 10% de la forêt le long du nord du golfe de Carpenter en Australie a péri. Des dizaines de millions de palétuviers sont brusquement morts. Et la mort des arbres a d'abord été imputée à la météo, l'océan Pacifique étant beaucoup plus chaud qu'en temps normal. La température chaude de l'eau aurait provoqué des marées trop basses, tuant tous les arbres. Cependant, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Une toute nouvelle étude a révélé que c'est la Lune qui a tué tous les arbres en oscillant dans le ciel. La Lune affecte directement beaucoup de choses sur Terre. Plus particulièrement, c'est l'attraction gravitationnelle de la Lune qui a un impact sur nos marées. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le cycle nodal de la Lune, c'est-à-dire le cycle d'oscillation de la Lune d'environ 18,6 ans. Tous les 18,6 ans, la Lune oscille très légèrement, changeant sa position par rapport à la Terre. Elle se secoue un peu, ce qui a un effet soudain et spectaculaire sur les marées mondiales. La NASA le savait et les chercheurs ont donc examiné 30 ans de données satellites pour faire correspondre la destruction des arbres au comportement de la Lune. Ils ont découvert que tous les 18 à 19 ans, les forêts de mangroves sont soudainement dévastées parce que la Lune vacille un peu. Heureusement, la Lune n'a pas TikTok. Numéro 4, l'or canadien. Une très vieille pièce d'or a été récemment découverte sur l'île de Terre-Neuve, au Canada. La pièce semble être la plus ancienne de ce type, jamais découverte dans la région. Et selon l'archéologue local, Jamie Brake, la pièce a environ 600 ans. Ce qui signifie qu'elle est antérieure au premier contact des Européens avec l'Amérique du Nord, sans compter la visite bien antérieure des Vikings. Mais comment et pourquoi la pièce s'est retrouvée à Terre-Neuve, cela reste un mystère. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'elle a été découverte par un homme nommé Edward Hines sur la côte sud de l'île. L'emplacement exact est gardé secret de peur que quelqu'un ne pille le site. La pièce d'or a été frappée à Londres entre 1422 et 1427 et valait 1 shilling et 8 pence. Elle a été frappée 70 ans avant que John Cabot ne débarque sur les côtes de Terre-Neuve en 1497. Mais personne ne peut dire avec certitude si la pièce est parvenue là avant John Cabot ou si elle a été déposée par un colon ultérieur. Cette pièce a pu être en circulation pendant plus d'un siècle, et une telle pièce n'aurait pas été très inhabituelle au XVe, voire même au XVIe siècle. D'un autre côté, la pièce pourrait avoir été perdue par un explorateur encore plus lointain, quelqu'un qui a été complètement oublié par l'histoire. Numéro 3, bouteille sous le plancher. Une mère de famille d'Édimbourg en Écosse n'en a pas cru ses yeux lorsqu'elle a trouvé un message dans une bouteille cachée sous le plancher de sa maison. Le message avait 136 ans et a été écrit en 1887. Il a été roulé à l'intérieur d'une bouteille de whisky vide placée sous le plancher et laissée là depuis l'époque victorienne. Il n'a été découvert que lorsque le plombier local, Peter Allan, travaillait sur un projet au début du mois d'octobre 2022. Par coïncidence, il a coupé les planches du plancher à l'endroit exact où la bouteille était cachée. Et la propriétaire de la maison a ensuite attendu que ses enfants rentrent à la maison avant de déboucher la bouteille afin de lire ce qui était écrit sur le petit morceau de papier à l'intérieur. Il ne savait pas s'il s'agissait d'une carte au trésor, du testament de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Ils ont tenté de sortir la note de la bouteille avec une pince à épiler, mais n'ont réussi qu'à déchirer le papier. Et ne sachant que faire, ils décident alors de briser la bouteille pour faire sortir le message. Et le message disait « James Ritchie et John Grieve ont posé ce sol, mais n'ont pas bu le whisky le 6 octobre 1887. Celui qui trouve cette bouteille peut croire que notre poussière souffle le long de la route. » C'était une découverte étrange et assez fortuite. Mais cela montre qu'on ne sait jamais quel genre de trésors peuvent se cacher sous nos propres planchers. Numéro 2, la pierre Hypatia. La pierre Hypatia est une énigme que les scientifiques ne parviennent toujours pas à résoudre. Le mystère a commencé en 1996 lorsqu'elle a été découverte en Égypte. On pensait que la pierre était d'origine extraterrestre. Ensuite, lorsqu'une équipe de chercheurs de l'université de Johannesburg ont mis la main sur la pierre en 2013, ils ont finalement pu confirmer la véracité de ses origines. La pierre venait bel et bien de l'espace.
Et en 2015, un autre groupe de scientifiques a analysé cette pierre encore plus en profondeur, en effectuant une analyse des gaz et une sonde nucléaire. Ils ont été très surpris de découvrir qu'elle ne provenait d'aucune comète ou météorite reconnue. En réalité, personne ne sait d'où vient la pierre, ni même de quoi elle est composée. Les scientifiques ont découvert des diamants microscopiques à l'intérieur de la roche. Ils pensent également qu'elle a pu toucher la Terre il y a environ 28 millions d'années. Cependant, sa composition chimique atypique a empêché les scientifiques de l'identifier correctement. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu s'être détachée de Mars ou de Vénus, tandis que d'autres avancent que c'est la poussière interstellaire qui recouvre la roche spatiale qui la rend impossible à identifier. D'autres pensent que la composition chimique élémentaire de cette pierre est le résultat d'une explosion de supernova. Ce petit morceau de roche pourrait avoir fait partie d'une étoile qui explosait dans une autre galaxie, propulsée comme un éclat intergalactique jusqu'à notre petite planète. Numéro 1. Émergent du sable. Un objet étrange et mystérieux a été déterré après un ouragan en Floride. Un énorme objet enfoui sous le sable a été trouvé près du parc Frank Rendon à Daytona Beach Shores. Les autorités sont restées bouche bée en essayant de comprendre ce que pouvait bien être cet objet. Une partie de la structure a été révélée après l'ouragan Ian, puis encore plus après l'ouragan Nicole. On dirait la coque brisée d'un bateau datant de plusieurs siècles. Cependant, elle ressemble aussi à une gigantesque colonne vertébrale de dinosaures fossilisés. La découverte est très importante, surtout parce que l'érosion de la plage est sans précédent. Les deux ouragans ont littéralement nettoyé la plage, enlevant une énorme couche de sable. Cela a révélé la structure en bois enterrée qui semblait mesurer au moins 30 mètres de long. Et le mystère a finalement été résolu en décembre 2022. Des archéologues ont creusé une tranchée de près de 18 mètres le long de l'objet enfui. Et l'objet s'est finalement révélé être un navire, avec du bois courbé, des nervures et des joints ensablés. C'est définitivement un navire, a déclaré Chuck Mead, un archéologue maritime, avant de rajouter « Il est impossible que ce ne soit pas une épave ». Et l'équipe travaille maintenant à découvrir l'époque dont il est originaire, les raisons de son naufrage et pourquoi pas l'identité du navire. Et cette énigme est gelée dans les glaces de l'Arctique depuis près de 2 siècles. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.